La mer Méditerranée est constellée d'îles dans sa partie orientale. Vastes ou minuscules, ces îles occupent une position privilégiée entre l'Europe et l'Asie. Les Cyclades sont des îles grecques qui forment un archipel au cœur de la mer Égée. Pour les géologues, la mer Égée recouvre un ancien plateau continental immergé depuis des millions d'années. Les îles des Cyclades sortent de l'eau parce qu'elles sont les points culminants de l'ancien plateau. Mais quelques-unes d'entre elles possèdent une autre origine. L'archipel se situe en effet sur une ligne de fracture souterraine qui sépare les continents européens et africains. Les tremblements de terre sont fréquents et les éruptions volcaniques ont entraîné la formation de certaines îles. Cela n'a pas empêché l'homme de s'y installer. Dans les Cyclades, les premières implantations humaines remontent à 6000 ans avant Jésus-Christ. L'habitat réalise parfois des prouesses d'équilibre en s'adaptant à la configuration du terrain. Les murs blancs et les petites fenêtres sont prévus pour résister aux ardeurs d'un soleil incontournable. Le soleil et la chaleur ne favorisent pas la vie agricole et la production est souvent limitée. Pourtant, la terre fournit les principales ressources des îles. Certaines espèces végétales ont été importées. D'autres sont cultivées depuis la nuit des temps. Les méthodes artisanales restent traditionnelles, mais petit à petit, l'économie se modernise. Avec de nouveaux outils, les matières premières, comme le marbre, trouvent une seconde jeunesse. Ce matériau noble a donné de vrais chefs-d'œuvre à travers l'histoire des Cyclades. Avec le développement des moyens de communication, les îles sont sorties de leur isolement. Les Cyclades participent à l'essor du tourisme en Grèce. Le secteur touristique est un véritable pilier de l'économie nationale et assure une part importante du produit intérieur brut. L'hiver, les touristes sont absents. Les Cyclades vivent alors au plus près de leur tradition. Pour interrompre la nuit hivernale, on allume les torches du carnaval. Le feu évoque la lumière solaire qui purifie. Le bruit, comme le feu, chasse les esprits maléfiques. Les Cyclades fascinent les hommes depuis l'Antiquité, car les dieux semblent plus proches quand la terre et la mer rejoignent le ciel. Les Cyclades du Nord rassemblent un groupe d'îles très contrastés par leur taille et leur aspect. Les Cyclades constituent un nome, une préfecture dont le chef-lieu est la ville d'Hermopolis sur l'île de Syros. Elle possède un des 6 aéroports de l'archipel. La ville est le centre commercial et culturel des Cyclades. Elle doit sa prospérité à un port bien abrité. L'île d'Andros s'élève jusqu'à près de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Un relief suffisant pour entraîner des précipitations et ainsi alimenter l'île en eau. Beaucoup d'habitants tirent leurs ressources de la mer et ont quitté le monde rural. Mykonos, malgré son aridité, a connu la réussite grâce au commerce maritime. Pendant la journée, l'île mène une vie paisible. Mais derrière les apparences, elle révèle, une fois la nuit tombée, une vraie disposition pour la fête. Délos est une île sacrée depuis l'Antiquité, car c'est l'endroit où le dieu Apollon est né. Sur l'île de Tinos, on peut mesurer l'intensité de la foi orthodoxe. Lors de la fête de l'Assomption, une profonde dévotion accompagne l'icône miraculeuse présentée à la foule. À Paros, l'activité économique reste orientée vers la mer. Entre les traditions religieuses,
et celle du terroir, l'île a trouvé son équilibre. Sa voisine Antiparos offre encore de vastes espaces qui ont résisté à la pression immobilière. Pour sa douceur de vivre, l'île est appréciée des citadins. Dans les Cyclades, le ciel se réfléchit sur la mer et la terre en nuances subtiles de bleu et de blanc. Au sud, l'archipel des Cyclades compose un autre ensemble plus étiré d'est en ouest. Les îles du sud se rassemblent à proximité de Naxos, la plus grande île de l'archipel, suffisamment étendue pour avoir mérité jadis le surnom de Petite Sicile. L'île est vaste et fertile. Au pied d'un massif montagneux qui dépasse 1000 mètres d'altitude, s'étendent des cultures très diversifiées. Sur la côte occidentale, Kora est la ville principale. À une extrémité du port, sur une presqu'île rocheuse, se dresse la porte en marbre d'un temple dédié au dieu Apollon. L'édifice, commencé au VIe siècle avant Jésus-Christ, resta inachevé. Pour honorer les dieux, les Grecs étudiaient avec soin l'endroit où ils élevaient un temple. Les Vénitiens ont pris autant de soin pour choisir le site du castro fortifié au début du XIIIe siècle. Les Vénitiens ont laissé quelques descendants sur l'île, qui font partie d'une petite minorité catholique. Les ruelles, en partie couvertes, protégeaient les habitants en cas de conflit. Le linteau et le heurtoir des portes sont des signes de richesse. Pendant l'Antiquité, Naxos fut l'une des premières Cyclades à travailler le marbre. L'île de Naxos a très tôt connu son apogée. Le musée archéologique présente quelques témoignages d'une civilisation qui débute à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, la civilisation cycladique. Elle produisit un grand nombre d'idoles aux bras croisés et au visage stylisé. C'est le début de l'art grec, mais les mouvements vont s'assouplir. Le front de mer a longtemps été déserté parce que les pirates menaçaient. Aujourd'hui, la ville basse est toujours animée. C'est là que se concentrent les activités commerciales de Naxos. On y trouve des productions locales en tout genre. L'inventaire des rayonnages surprend par sa diversité. La famille de Kourialos Zimplakis gère l'établissement depuis plusieurs générations. Cette boutique a été ouverte par mon grand-père en 1938 et nous vendons tous les produits artisanaux traditionnels de Naxos. Fromage, olives, épices ou herbes. Le soir venu, les rues du bord de mer se remplissent de senteurs et de saveurs variées. Elles se mélangent aux sonorités caractéristiques du bouzouki, un instrument de la famille du luth. Le bouzouki est l'instrument national en Grèce. Au sud de Kora, sur la côte ouest, s'étirent d'interminables plages de sable blanc. Les mois d'été sont la saison du meltem. Le meltem est un vent du nord. Il atteint sa puissance maximale au centre de l'archipel.
Le vent est parfait et l'endroit est idéal pour apprendre et s'entraîner. En planche à voile, les sensations fortes sont garanties. On peut aussi garder les pieds sur terre ou préférer la voie des airs en pratiquant le kitesurf. Au début, je paniquais, mais maintenant c'est génial. Au cours de l'histoire, la mer a toujours été un atout pour Naxos, mais aussi une menace. Ainsi, à l'époque byzantine, les expéditions menées par les pirates poussent les habitants à l'intérieur des terres. Ils se répartissent dans les campagnes en une multitude de petits villages. Lorsqu'ils prendront Naxos, les Vénitiens érigeront de solides tours fortifiées, comme celle de Bellonia. Beaucoup plus vieux, un temple est élevé en l'honneur de Déméter, la déesse qui enseigna l'agriculture aux humains. En marbre très fin, le bâtiment plut à la déesse, car depuis, la terre est généreuse à Naxos. Le vignoble est sous la protection d'un autre dieu, Dionysos. Le dieu du vin est né ici. Le vin rouge que vous voyez ici est fait avec du raisin Mandilaria, tandis que le blanc est fait avec du raisin Assyrtiko. Un vin réputé dès l'Antiquité. La présence de l'olivier sur l'île est avérée dès le milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. L'olivier était l'arbre symbole de la déesse Athéna. L'olive est réputée pour ses qualités nutritives. L'huile est un véritable jus de fruits. La meule en pierre sert à écraser les olives. Au milieu des oliviers, le village de Halki est l'ancienne capitale de l'île. Il n'a rien perdu de sa quiétude. Le tissage fut très développé à Naxos. Beaucoup de maisons possédaient leur propre métier à tisser. L'activité renaît, on fabrique des tissus pour les vêtements, l'ameublement et les sacs. Maria Marakis. Ce sont des napperons. Le rouge, c'est la couleur traditionnelle de Naxos. Le bleu, la couleur de notre pays. Et le blanc, ça va avec tout. Une distillerie familiale produit une des 3 liqueurs reconnues par l'État grec, Katerina Fragoudaki. Cette distillerie fonctionne depuis 1896. On y fait du quitron, la boisson traditionnelle de Naxos. On distille les feuilles du cédratier qui donne un fruit plus gros que le citron. Les secrets de fabrication sont jalousement conservés par les familles. Il faut connaître les recettes, mais il faut aussi s'appliquer. Yanis Mandenakis. Grâce à ma grand-mère qui m'a montré quelques astuces, et à force d'essayer, j'ai progressé. J'ai augmenté les quantités par rapport aux recettes de ma grand-mère. Naxos semble réellement béni des dieux. Le point culminant de l'île est le mont Zas, Zeus en grec. Le dieu y serait né. Dans les villages, quel que soit le nombre d'habitants, l'église orthodoxe et le prêtre sont incontournables. La Grèce a longtemps été le seul pays orthodoxe où la religion n'était pas persécutée. Les religieux de l'ancienne Union soviétique y ont trouvé refuge. Autres réfugiés, des Crétois se sont installés dans le village d'Apeiranzos au XVIIe siècle pour fuir l'oppression ottomane. Les murs vénitiens leur offraient un abri très sûr. À la fin de l'hiver, les ruelles d'Apeiranzos résonnent de curieux bruits métalliques.
Avec des ceintures de clochettes empruntées au bétail, les jeunes parcourent les rues à l'occasion d'Apokria, le carnaval en Grèce. On les appelle les Koudounati. Leur but, faire le maximum de bruit pour éloigner les mauvais esprits. Après avoir vérifié la solidité du matériel, on utilise les grands moyens pour attacher la ceinture aux adultes. Les Koudounati portent une cape grossière avec une capuche. Elle évoque les différents déguisements adoptés par le dieu Dionysos qui vécut pour faire la fête. Sur la place du village, le bruit s'amplifie. La tradition s'inspire du culte de Dionysos, le dieu du vin, et des excès qu'il entraîne. Dionysos est aussi le dieu de la fécondité, d'où la présence du bâton de bois, le koutskouda, symbole de fertilité. Devant un tel vacarme, l'âne préfère se boucher les oreilles. Les roches sont abondantes à Naxos. Les plus courantes ont permis la construction des terrasses pour l'agriculture et des murs de fortification. Mais dans le sous-sol, des roches très anciennes et beaucoup plus dures sont recherchées et exploitées depuis l'Antiquité. Le port de Moutsuna a servi jusque dans les années 1950. On y acheminait une pierre très dure, extraite de la montagne, que l'on réduisait en poudre, l'émery. La poudre d'émery est un puissant abrasif utilisé pour polir d'autres pierres et des métaux. Grâce à l'émery, on a pu travailler le marbre à Naxos. Le marbre est une pierre calcaire qui s'est durcie dans des conditions de température et de pression très élevées. Le marbre des Cyclades a joué un rôle important dans l'histoire de l'art grec. Après avoir constaté une fissure dans son œuvre, le sculpteur a abandonné la statue d'un Kouros, un jeune homme, au VIe siècle avant Jésus-Christ. La posture est typique de l'époque archaïque. Figée, l'attitude des Kouros s'inspire des monumentales statues égyptiennes. C'est le début de l'apokriès, le temps du carnaval avant le carême. On prépare les déguisements et on se grime. Tous les gestes sont rythmés par les tambours. Leur rôle est très clair. Angeliki Efsafiou est l'organisatrice. Nous faisons du bruit pour chasser les mauvais esprits. La lumière est le symbole de la fin de l'hiver, du début de l'été. Les torches font partie de la tradition. Dans le nord de la Grèce, on fait encore des processions avec des torches. Et ça remonte à la nuit des temps. Le défilé à la lumière des torches rappelle celui qui honorait le dieu Pan, le dieu de la nature et des troupeaux. Pan avait la réputation d'effrayer les esprits, d'où l'origine du mot « panique ». Un personnage fantomatique représente les peurs et les péchés.
Il faut s'en débarrasser dans une cérémonie expiatoire, sinon l'année ne sera pas bonne. Brûler le mannequin, c'est une façon de quitter les angoisses de l'hiver pour gagner la lumière du printemps. Puis, on danse au son de la tsambuna, une cornemuse en peau de chèvre. Un grand singe, à l'origine c'était un ours, accompagné de son dresseur, parcourt les rues. L'ours est sorti d'hibernation, l'hiver est terminé. À l'ouest de Naxos, l'île de Sifnos s'étire tout en longueur. Elle compte à peine 70 km de côte et pourtant son nom est connu depuis la plus haute antiquité. Au premier abord, elle surprend par son aspect minéral et la rareté de sa végétation. Le port de Camarès donne accès à l'île. Pour Hérodote, le grand historien grec, Sifnos était la plus riche de toutes les îles. Elle possédait en effet des mines d'or et d'argent exploitées depuis 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais la prospérité ne dura pas. Les filons s'épuisèrent. L'eau envahit les mines et à l'époque romaine, l'île était presque déserte. Il fallut cultiver la terre et la débarrasser des pierres avec lesquelles on éleva des murets. Les pigeonniers font partie du paysage, comme les chapelles. Le bétail est en permanence à la recherche d'herbage. Les pâturages sont trop rares et trop secs pour nourrir de nombreuses vaches. Un plateau fertile occupe pourtant le centre de l'île. C'est là que 7 villages se sont établis en se serrant les uns contre les autres. Le chef-lieu de l'île est Apollonia, depuis les premières années de l'indépendance. Des commerçants enrichis y ont bâti de belles demeures sous un ciel qui a la réputation d'être toujours pur. Selon ses propres habitants, Sifnos ne manque pas d'avantages, comme l'explique Olga Papariani. J'aime bien venir à Sifnos. C'est une île pittoresque. La cuisine est bonne, les plages sont belles. Elle est réputée pour ses églises. Elle en compte 365. Il se peut qu'il y en ait plus. Les habitants sont gentils et accueillants. Mais ce que j'aime le plus, c'est la cuisine. D'ailleurs, le grand chef grec, Tsélémentes, était originaire de Sifnos. La terre a comblé Sifnos de nombreux bienfaits. Au XIXe siècle, les potiers locaux circulaient d'île en île pour exercer leur talent. Ils ont acquis une excellente réputation. Alexander Reichhardt. Sifnos a été réputé pour ses poteries grâce à sa terre. La montagne tout entière est faite d'une terre idéale pour la poterie. L'île de Kimolos, par exemple, avait de la terre blanche idéale pour la craie. La terre de Milos est bonne pour le kaolin. Sifnos a la meilleure terre pour la poterie. Partout dans les montagnes de Sifnos, la terre est rouge, idéale pour la céramique. L'île de Sifnos changea très souvent de main. Entre les Phéniciens et les Francs, les Vénitiens et les Byzantins, les Catalans et les Ottomans, l'île connut des moments difficiles et des périodes fastes. Immuables, certaines traditions ont survécu tout au long des siècles. Les paysages, les villages, les maisons et les modes de vie
porte les traces des cultures qui sur l'île se sont succédées. Le bassin méditerranéen tout entier témoigne d'ailleurs des chassés-croisés de l'histoire. Mais dans les Cyclades, la religion orthodoxe a laissé une empreinte supplémentaire. Perdues dans la campagne ou nichées sur un promontoire, les églises à coupole sont partout présentes. Elles ont souvent été élevées à la suite de donations, riches ou modestes. Leur localisation ne doit rien au hasard. Une église, juchée au sommet d'une colline, rappelle le prophète Élie et son ascension au ciel. Un personnage important puisqu'il est vénéré par les chrétiens, les juifs et les musulmans. Dans la Bible, l'ascension d'Élie est un événement majeur. Il annonce l'ascension du Christ. Au milieu des Cyclades sud, l'île de Folegandros est née de l'activité volcanique. Strabon, le géographe de l'Antiquité grecque, l'appelait l'île de fer. Les bateaux arrivent à Karavostassi sur la côte orientale. C'est le cas des ferries, mais aussi des bateaux de pêche qui apportent le poisson frais. Malgré la raréfaction du poisson en Méditerranée, la pêche subvient aux besoins de la population locale. C'est un poisson très savoureux pour la soupe, la friture et la cuisson. Vous pouvez le préparer comme vous voulez. Un bateau-citerne ravitaille l'île en eau potable. Le manque d'eau douce est un problème pour beaucoup d'îles, surtout en été. On commence à dessaler l'eau de mer dans les Cyclades, mais le traitement coûte cher. Le nom Folegandros viendrait d'un mot phénicien qui signifie rocheux. La côte ne présente que peu d'endroits pour accoster en toute sécurité. Sur la plage de Catergo, à l'extrémité sud, l'accostage est possible. La couleur du sable y rappelle les origines volcaniques de l'île. À l'écart des grands axes de navigation, Folegandros a peu souffert des chaos de l'histoire. Son aridité ne suscitait pas les convoitises. Mais les pirates lui ont causé malgré tout des soucis. Kora s'est donc perché à 300 mètres au-dessus de la mer. Le village est construit autour d'un castro, élevé au XIIIe siècle par les Vénitiens. Les maisons, serrées les unes contre les autres, forment les remparts et les ouvertures sont orientées vers l'intérieur. Au-dessus du village, l'église de la Panaria aurait été élevée au XVIIe siècle sur le site d'un temple antique. Loin des collines, on rencontre également des chapelles orthodoxes en bord de mer, à proximité de garages à bateaux. Elles sont dédiées à la protection des marins. Les murets de pierre sèche remplissent plusieurs fonctions. Ils peuvent servir d'enclos, mais ils permettent surtout de lutter contre l'érosion. Les murs empêchent le vent et la pluie d'emporter la terre le long des pentes. Folegandros est une des plus petites îles habitées de l'archipel. Dans les Cyclades, la population a diminué de près d'un tiers en 40 ans. Les moulins ne servent plus car les besoins et les modes de vie ont changé. Mais certaines tâches
sont toujours aussi pénibles. À la seule source de l'île, on se ravitaille en eau à dos d'âne. L'âne connaît le chemin par cœur. L'île d'Amorgos est la plus orientale des Cyclades. Elle s'étire sur 33 km de long et ne dépasse pas 6 km en largeur. Les reliefs ne sont pas assez hauts pour s'opposer aux nuages et provoquer les chutes de pluie. La roche laisse parfois malgré tout les végétaux prendre racine. Ils forment alors un tapis épais, d'où émergent quelques arbres rabougris par le vent. Une seule route relie le nord et le centre de l'île depuis 1996 seulement. Les chèvres ne s'en portent pas plus mal. Le village de Kora est dominé par un piton rocheux où les Vénitiens avaient dressé des fortifications. Le moyen de transport le plus sûr reste encore la mule. Elle est robuste et se faufile partout. Avant que la route n'existe, c'était un chemin muletier qui menait au village. La moindre surface est soigneusement couverte de chaux. En blanc, sur fond bleu, la coupole de l'église orthodoxe symbolise le ciel au-dessus de la terre. Amorgos possède l'un des plus anciens édifices byzantins des Cyclades. En nid d'aigle sur une falaise, le monastère de Krosoviotissa a été fondé à la fin du XIe siècle. Le bâtiment est adossé au mont Prophétis Elias, le prophète Élie, sous les couleurs byzantines et grecques. Un escalier vertigineux, creusé dans la roche, conduit au Catholicon. C'est ainsi que l'on dénomme l'église principale dans un grand monastère. Plusieurs scènes du film culte Le Grand Bleu ont été tournées sur l'île. Au sud-ouest d'Amorgos, au creux d'une baie très échancrée, Katapola est le port le plus important. À mi-chemin entre la Grèce continentale et les rivages d'Asie mineure, Amorgos est une escale tout indiquée. Comme son nom l'indique, la cité de Minoa fut une colonie crétoise de la civilisation minoenne au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'Antiquité grecque, les hommes politiques gênants étaient condamnés à l'exil. Arrivés sur des lieux parfois très isolés, certains ont fondé des colonies en souvenir de leur cité natale. Amorgos fut un lieu d'exil à différents moments de son histoire. Au nord de l'île, dans le village de Langada, les maisons se blottissent comme un troupeau autour d'un rocher. L'électricité est arrivée ici au début des années 1980, mais la localité n'y a pas perdu son authenticité. Des marguerites fleurissent jusque dans les ruelles. Langada est le seul endroit des Cyclades où l'on joue à la pétanque grecque.
Le jeu de boules existe en Grèce depuis l'Antiquité, mais il ressemblait davantage à un jeu de force qu'à une épreuve d'adresse. Les villages de montagne d'Amorgos donnent aux marins des repères visibles de très loin. Au sud de l'archipel, l'île de Santorin adopte une curieuse forme en croissant. Elle la doit à son passé géologique. L'île est installée sur l'arc volcanique qui boucle le sud de la mer Égée. Celle qu'on surnommait la Belle ou la Ronde pendant l'Antiquité a très tôt suscité l'intérêt. Le philosophe grec Platon y situait la légendaire Atlantide, disparue dans un cataclysme. On n'a pas de preuve encore de l'existence de l'Atlantide, mais le cataclysme en tout cas s'est réellement produit. À l'origine, un volcan très actif occupait le centre de l'île. Au XVIIe siècle avant Jésus-Christ, il explosa. Une partie du cône resta en place. Les flancs du volcan bordent une immense caldeira, la dépression centrale formée juste après l'explosion et aussitôt envahie par la mer. Après la catastrophe, les fragments de l'île restèrent inoccupés pendant 2 siècles. Les habitants revinrent progressivement, mais ce n'est qu'au XVIIIe siècle de notre ère que la localité de Syra s'installa sur un site extraordinaire, sur les flancs même du volcan détruit, au bord de la caldeira. Une audace qui faillit lui coûter cher, car le chef-lieu de l'île fut ravagé par un terrible tremblement de terre en 1956. La ville fut en grande partie détruite, mais cela n'a pas suffi pour que la population renonce à vivre ici. Sur des terrasses taillées dans la falaise volcanique, la ville fut reconstruite. Et non seulement les habitants n'ont aucune intention de partir, mais ceux qui la visitent ont envie d'y rester. Oh, c'est super beau! Je ne veux plus retourner en Italie. On peut se demander pourquoi la ville principale de Santorin a choisi de s'établir en équilibre instable au bord du vide. Même avec la protection divine, la hauteur de la falaise impressionne. La raison est simple. Les habitants voulaient bénéficier d'un accès direct à la mer. Et un chemin en escalier conduit à la Méditerranée en couvrant les 300 mètres de dénivelé. Heureusement pour les mules, un funiculaire assure aussi la liaison. Au centre de la caldeira, plusieurs îles sont apparues au cours de l'histoire. La plus grande s'est formée en 2 fois, au XVIIIe et au XIXe siècle. La végétation n'a pas eu le temps de coloniser les lieux qui conservent leur aspect lunaire. Les fumerolles attestent de l'activité volcanique et de la proximité du magma. Le volcan ne dort que d'un œil. Alors, autant profiter de son sommeil et plonger dans l'eau chaude sulfureuse. Lorsque le sol volcanique est bien décomposé, il est très fertile.
À Santorin, l'intérieur de l'île bénéficie d'une terre particulièrement riche. Un microclimat chaud le jour et humide la nuit favorise également la culture de la vigne. On la cultive très basse pour éviter qu'elle soit arrachée par le vent. Les vignerons apprécient la qualité. Je suis de Santorin. Je vis et je travaille ici depuis 28 ans. C'est le sable et la terre qui donnent cette qualité au vin. Santorin a échappé à l'invasion du phylloxéra, un puceron qui a ravagé le vignoble européen au XIXe siècle. Le vignoble de Santorin, c'est le plus ancien d'Europe. Il a l'avantage d'avoir conservé beaucoup de variétés de vignes qui proviennent des anciens vignobles grecs. Le volcan disparu atteignait 900 mètres d'altitude. Aujourd'hui, le point culminant de Santorin dépasse à peine 300 mètres. C'est le village de Pyrgos, l'ancienne capitale de l'île, construite sur une colline, loin des circuits fréquentés par les touristes. Le petit marchand de vin, malgré tout, attend de pied ferme les visiteurs. La roche volcanique se désagrège par l'érosion des vagues et l'action du sel marin. La plage de Périssa est couverte de lave en poudre, qui n'empêche en rien le bronzage. Pendant 2 millions d'années, le volcan détruit a connu des centaines d'éruptions. Les cendres se sont entassées sur des dizaines de mètres d'épaisseur. En s'amalgamant avec l'eau, les matières projetées par le volcan ont formé une roche très tendre, le tuf volcanique. Dans le village de Finikia, certaines maisons sont adossées à une colline de tuf. En apparence, elles semblent tout à fait ordinaires. Mais lorsqu'on y pénètre, on constate que la température y est bien plus fraîche qu'à l'extérieur. La maison, qu'on appelle skafta en grec, est en réalité creusée dans la roche. Ces maisons, c'étaient des cavernes. Les anciens les creusaient dans la falaise. Ensuite, ils recouvraient les murs de terre battue. Après, ils les blanchissaient à la chaux et en faisaient leur habitation. À l'extrémité nord de la caldeira, on trouve aussi des skaftas dans le village d'Oya, également établi au bord de la falaise. Mais Oya a eu moins de chance que Sira. Le village a été entièrement détruit par le tremblement de terre de 1956. La localité a été reconstruite dans le respect de l'architecture traditionnelle, ses matériaux, ses volumes et ses couleurs. Au pied de la falaise, l'oxydation fait apparaître les différentes couches de lave près du port d'Ammoudi. Et quand le soleil s'évanouit, commence un spectacle que personne ne veut manquer. Pour se rapprocher du soleil finissant, les bateaux prennent le large. Le spectacle de la nature fait alors place à la mise en scène. Des fumées artificielles simulent une éruption volcanique. Sira s'illumine de 1000 feux et le ciel de Santorin explose.
Le soir, les rues étroites et les magasins sont pris d'assaut. Les grandes voies commerciales de la Méditerranée passent par les Cyclades depuis la plus haute antiquité. Les visiteurs et les locaux se mélangent dans la danse et sacrifient à la tradition de casser les assiettes. La fête peut se terminer tard, au cours des chaudes nuits d'été. Mais les Cyclades ne vivent pas seulement pendant les mois d'été. Bien au contraire. Le véritable visage de l'archipel se révèle quand les touristes ne sont pas là, entre novembre et avril. La brume rend les contours flous et la neige s'attarde sur les sommets. Et puis soudain, la nature se réveille. Les arbres manquent encore de feuilles, mais le printemps tout proche ravive les couleurs. Le vert se répand, presque irréel, sur ces îles brûlées l'été par le soleil. Dans le village de Vivlos, sur l'île de Naxos, la population prépare le défilé du carnaval. Avec sa mine patibulaire, le grand singe tenu à distance fait toujours partie du groupe. Le bruit des cloches doit toujours effrayer et chasser les démons. Certains hommes sont habillés de vêtements aux couleurs vives, les couleurs du printemps. Il s'agit d'attributs féminins que les soldats portaient parfois en temps de guerre pour tromper l'ennemi. Alors que le singe commence à s'impatienter, le cortège s'ébranle. Chez les orthodoxes, le carnaval couvre une période de 3 semaines. Elle précède le lundi pur, qui marque le début du carême, 49 jours avant la Pâque orthodoxe. Avant que commence le carême, les Grecs font la fête. On savoure le veau et la feta, tant qu'il est encore temps. On déguste les souvlaki, des brochettes d'agneau, et on boit le retsina, un vin blanc résiné. Le mot grec kyklos, à l'origine du nom Cyclade, signifie cercle. Les Cyclades font la ronde autour de leur tradition, de leur peuple et de leur passé millénaire. En rappelant le cycle des saisons, le cycle de la vie, les Cyclades forment une ronde en bleu, blanc, noir.